Candide ou l'optimisme. Chapitre 5. Tempête, naufrage, tremblement de terre, et ce qui advint du docteur Pangloss, de Candide et de l'anabaptiste Jacques. La moitié des passagères, affaiblis, expirant de ces angoisses inconcevables que le roulis d'un vaisseau porte dans les nerfs et dans toutes les humeurs du corps agité en sens contraire, n'avaient pas même la force de s'inquiéter du danger. L'autre moitié jetait des cris et faisait des prières. Les voiles étaient déchirés, les mâts brisés, le vaisseau entr'ouvert. Travailler qui pouvait, personne ne s'entendait, personne ne commandait. L'anabaptiste aidait un peu à la manœuvre. Il était sur le tillac. Un matelot furieux le frappe rudement et l'étend sur les planches. Mais du coup qu'il lui donna, il eut lui-même une si violente secousse qu'il tomba hors du vaisseau, la tête la première. Il restait suspendu et accroché à une partie de mât rompue. Le bon Jacques court à son secours, l'aide à remonter, et de l'effort qu'il fit, il est précipité dans la mer à la vue du matelot, qui le laissa périr, sans daigner seulement le regarder. Candide approche, voit son bienfaiteur qui reparaît un moment et qui est englouti pour jamais. Il veut se jeter après lui dans la mer. Le philosophe Pangloss l'en empêche, en lui prouvant que la rade de Lisbonne avait été formée exprès pour que cet anabaptiste s'y noyât. Tandis qu'il le prouvait a priori, le vaisseau s'entr'ouvre tout péri à la réserve de Pangloss, de Candide et de ce brutal de matelot qui avait noyé le vertueux anabaptiste. Le coquin nagea heureusement jusqu'au rivage à Pangloss et Candide fut reporté sur une planche. Quand ils furent revenus un peu à eux, ils marchèrent vers Lisbonne. Il leur restait quelques argents, avec lesquels il espérait se sauver de la faim après avoir échappé à la tempête. À peine ont-ils mis le pied dans la ville en pleurant la mort de leur bienfaiteur, qui sentent la terre trembler sous leurs pas. La mer s'élève en bouillant dans le port et brise les vaisseaux qui sont à l'ancre. Des tourbillons de flammes et de cendres couvrent les rues et les places publiques. Les maisons s'écroulent, les toits sont renversés sur les fondements et les fondements se dispersent. 30 000 habitants de tout âge et de tout sexe sont écrasés sous des ruines. Le matelot disait en sifflant et en jurant: « Il y aura quelque chose à gagner ici. » Quelle peut être la raison suffisante de ce phénomène? Disait Pangloss. Voici le dernier jour du monde, s'écriait Candide. Le matelot court incontinent au milieu des débris, affronte la mort pour trouver de l'argent.
on trouve, s'en empare, s'enivre et ayant cuvé son vin, achète les faveurs de la première fille de bonne volonté qu'il rencontre sur les ruines des maisons détruites et au milieu des mourants et des morts. Pangloss le tirait cependant par la manche. « Mon ami, lui disait-il, cela n'est pas bien. Vous manquez à la raison universelle. Vous prenez mal votre temps. » « Détestant, répondit l'autre. Je suis matelot et né à Batavia. J'ai marché 4 fois sur le crucifix. Dans 4 voyages au Japon. Tu as bien trouvé ton homme avec ta raison universelle. Quelques éclats de pierre avaient blessé Candide. Il était étendu dans la rue et couvert de débris. Il disait à Pangloss, « Hélas, procure-moi un peu de vin et de huile. Je me meurs. » Ce tremblement de terre n'est pas une chose nouvelle, répondit Pangloss. La ville de Lima éprouva les mêmes secousses en Amérique l'année passée. Même secousse, même cause, même effet. Il y a certainement une traîne de soufre sous terre depuis Lima jusqu'à Lisbonne. Rien n'est plus probable, dit Candide. Mais pour Dieu, un peu d'huile et de vin. Comment? Probable? Répliqua le philosophe. Je soutiens que la chose est démontrée. Candide perdit connaissance. Et Pangloss lui apporta un peu d'eau d'une fontaine voisine. Le lendemain, ayant trouvé quelques provisions de bouche, en se glissant à travers des décombres, ils réparèrent un peu leurs forces. Ensuite, ils travaillèrent comme les autres à soulager les habitants échappés à la mort. Quelques citoyens secourus par eux leur donnèrent un aussi bon dîner qu'on le pouvait dans un tel désastre. Il est vrai que le repas était triste. Les convives arrosaient leur pain de leurs larmes. Mais Pangloss les consola en les assurant que les choses ne pouvaient être autrement. Car, dit-il, tout ceci est ce qu'il y a de mieux. Car s'il y a un volcan à Lisbonne, il ne pouvait être ailleurs. Car il est impossible que les choses ne soient pas où elles sont. Car tout est bien. Un petit homme noir, familier de l'Inquisition, lequel était à côté de lui, prit poliment la parole et dit « Apparemment que monsieur ne croit pas au péché originel, car si tout est au mieux, il n'y a donc ni chute ni punition. » « Je demande très humblement pardon à votre Excellence, » répondit Pangloss. Encore plus poliment, car la chute de l'homme et la malédiction entraient nécessairement dans le meilleur des mondes possibles. Monsieur ne croit donc pas à la liberté, dit le familier. Votre Excellence m'excusera, dit Pangloss. La liberté peut subsister avec la nécessité absolue, car il était nécessaire que nous fussions libres. Car enfin la volonté déterminée. Pangloss était au milieu de sa phrase quand le familier fit un signe de tête à son estafier qui lui servit à boire du vin
de Porto ou de Porto. Chapitre 6. Comment on fit un bel autodafé pour empêcher les tremblements de terre, et comment Candide fut fessé. Après le tremblement de terre qui avait détruit les 3/4 de Lisbonne, les sages du pays n'avaient pas trouvé un moyen plus efficace pour prévenir une ruine totale que de donner au peuple un bel autodafé. Il était décidé par l'université de Coimbra que le spectacle de quelques personnes brûlées à petit feu, en grande cérémonie, est un secret infaillible pour empêcher la terre de trembler. On avait en conséquence saisi un Biscayen convaincu d'avoir épousé sa commère, et deux Portugais qui, en mangeant un poulet, en avaient arraché de lard. On vint lier après le dîner le docteur Pangloss et son disciple Candide, l'un pour avoir parlé et l'autre pour avoir écouté avec un air d'approbation. Tous deux furent menés séparément dans des appartements d'une extrême fraîcheur, dans lesquels on n'était jamais incommodé du soleil. 8 jours après, ils furent tous deux revêtus d'un San Benito, et on orna leur tête de mitres de papier. Le mitre et le San Benito de Candide étaient peints de flammes renversées et de diables qui n'avaient ni queue ni griffes. Mais les diables de Pangloss portaient griffes et queue, et les flammes étaient droites. Ils marchèrent en procession ainsi vêtus, et entendirent un sermon très pathétique, suivi d'une belle musique en fou bordant. Candide fut fessé en cadence pendant qu'on chantait. Le Biscayen et les 2 hommes qui n'avaient point voulu manger de lard furent brûlés, et Pangloss fut pendu, quoique ce ne soit pas la coutume. Le même jour, la terre trembla de nouveau, avec un fracas épouvantable. Candide, épouvanté, interdit, éperdu, tout sanglant, tout palpitant, se disait à lui-même: si c'est ici le meilleur des mondes possibles, que sont donc les autres? Pas encore si je n'étais que fessé, je les étais chez les Bulgares. Mais, oh mon cher Pangloss, le plus grand des philosophes, faut-il vous avoir vu prendre sans que je sache pourquoi? Oh mon cher Anabaptiste, le meilleur des hommes, faut-il que vous ayez été nettoyé? Faut-il que vous ayez été noyé dans le port? Oh, mademoiselle Cunégonde, la perle des filles, faut-il qu'on vous ait fendu le ventre? Ils s'en retournaient, se soutenant à peine, prêchés, fessés, absous et bénis, lorsqu'une vieille l'aborda et lui dit: mon fils, prenez courage, suivez-moi